Bonsoir à tous et bienvenue. Comme il est 18h02, on va commencer puisque en fait on a un programme riche pour ce soir. Donc tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et voilà, vous dire aussi que j'avais une petite pensée en espérant voilà que chacun allait bien. Vous dire aussi qu'on est très très content de vous accueillir très nombreux ce soir. Je vous le disais, on est près de 250 en ligne. Donc ça fait plaisir. Je vais vous dire deux mots très rapides d'introduction. Donc vous dire, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Séverine Dios, je suis ingénieure de formation continue et responsable donc des formations inter-entreprises. Je voulais aussi vous rappeler donc l'intention de la mise en place de ces webinaires. Vous dire que pour nous, l'idée en tout cas, c'est de pouvoir finalement vous proposer des ressources, des thématiques qui puissent finalement vous accompagner aussi dans cette période compliquée. Et puis aussi bien sûr de rester présent auprès de vous, puisqu'on a tous besoin d'être connectés et de voir finalement qu'on peut être connecté à 250 ce soir autour de ce webinaire, ça réchauffe aussi le cœur. Voilà. Je voudrais dire un grand merci à nos deux intervenants qui ont passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps ensemble pour co-construire ce webinaire. Donc vraiment, merci. Merci pour votre générosité. Je voulais donc les présenter rapidement. Donc, vous avez Olivier Corchia, qui est formateur en développement professionnel, notamment dans un certificat de l'ESC. Et puis qui est aussi donc coach PNL, auteur, conférencier. Tu es aussi donc expert en modélisation et créateur donc de la méthode Persona que vous allez en partie découvrir dans ce webinaire et qui est en fait un modèle en tout cas de développement de potentiel. Et puis, on a aussi donc le plaisir de recevoir donc Yves Burneau, qui est neuroscientifique, auteur, chercheur, neurobiologiste. Vous avez en tout cas un très très beau parcours. Je le fais en résumé ce soir. Et puis donc vos travaux scientifiques sont motivés par la volonté de comprendre les dynamiques cérébrales et mentales des personnes. Et donc vous travaillez tous les deux pour mener notamment des recherches donc sur les neurohormones et puis les capacités d'adaptation des personnes. Donc vraiment un grand merci à tous les deux. Je voulais, avant de vous laisser, peut-être… Que je mette un casque, mon cœur. Pardon Valérie. Valérie, on vous entend. Et bienvenue Valérie. Juste faites attention pour le micro. Donc juste un petit rappel technique avant de commencer le webinaire. Donc vous dire que les micros sont coupés par défaut pour éviter les bruits parasites et les interférences. Mais par contre, on peut communiquer ensemble via la conversation. Donc n'hésitez pas à nous faire part au fur et à mesure de la conférence, de vos remarques et de vos questions. Je vais essayer de suivre le fil. Et puis on aura en tout cas un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc je vais essayer de repérer les questions au fur et à mesure qu'elles tombent. Et puis je voulais aussi remercier très chaleureusement mes collègues de l'ESC qui m'ont aidé à communiquer autour de cette conférence et à la construire, et en particulier Anne Meunier qui est déléguée générale de l'association des diplômés et Jean-Claude Casalegno qui est enseignant en management et qui m'a beaucoup aidé pour faire des tests et faire en sorte que tout fonctionne pour ce soir. Donc vraiment merci à tous et je vous souhaite un bon moment avec nous. Voilà, merci. Alors, je prends Séverine, donc je suis Olivier Corchia. Merci, bravo d'être là. Que vous reveniez du travail, que vous soyez en télétravail ou que vous soyez en chômage partiel, ou peu importe, merci d'être là. D'habitude, j'accompagne les entreprises ou les personnes en réel, en présentiel, et la chaleur humaine m'est très importante. Alors là, il va falloir qu'avec Yves, on arrive à donner ce contenu à travers la distance. Donc, il y a un diaporama pour aider à comprendre et à mémoriser. Et en même temps, ce diaporama, vous allez l'avoir.
Donc, c'est plutôt, mettez-vous dans une position d'écoute pour vous, vraiment plutôt profonde, et pas obligatoirement qu'avec votre mental ici. Donc, moi, je travaille avec des outils de systémique. Donc, je vais vous présenter 2 ou 3 petites choses avec ça, avec des outils PNL. Et j'ai une particularité, c'est que je travaille avec des masques. Et comme vous savez, les masques sont en train de devenir obligatoires. Donc, ils vont être utiles en tout cas pour nous ce soir. Et puis, je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec Yves, avec qui on travaille depuis plus de 2 ans et demi sur ces recherches. Yves, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est plus le côté qu'on va voir ce soir par rapport à ce qu'on appelle donc les ressources, par rapport à la mobilisation de ces ressources. Je parlerai des bases biologiques qui sont nos hormones et donc vous allez voir que c'est extrêmement complémentaire de ce qu'Olivier va raconter. Juste un petit point par rapport à Clermont. Donc je suis un enfant du pays, né dans les monts d'Auvergne, et j'ai fait mes études à quelques pas de l'ESC, puisque c'était au lycée Blaise Pascal, où j'en garde évidemment un plus qu'excellent souvenir. Ah ben merci, ravi de savoir que vous êtes un enfant du pays. Merci. Alors, je continue. Alors, au cours de notre webinaire, là, on va parler de plusieurs choses. Peut-être dire qu'on va vraiment parler de la crise parce que cette crise est un amplificateur de ce qui se passe d'habitude pour nous. Donc, un amplificateur des situations, un amplificateur de nos réactions, un amplificateur des tendances que prennent les choses. Et en fait, ce que ça a fait, la crise nous a sorti d'une transe. Une transe, c'est quoi? C'est des automatismes qu'on a, des points de repère bien établis qui fait que finalement, on n'a pas besoin de repenser ou de faire appel à ces ressources. Il y a beaucoup de choses qu'on est en transe quand on conduit, même quand on prend certaines décisions, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans un univers qu'on a un pilotage automatique. Il y a plus cette transe-là, puisque pour beaucoup, notre contexte a changé, et on va en parler. Et du coup, il y a plusieurs appels. Alors, pour certains, c'est d'être carrément faire appel à ces ressources parce que vous êtes sur le terrain beaucoup plus confronté à des choses que d'habitude. Et donc, il y a vraiment certaines de vos ressources qui commencent à s'épuiser. Donc, il est nécessaire de prendre appui sur d'autres choses. Pour d'autres, c'est au contraire, vous êtes retiré un peu, forcé d'ailleurs, du monde. Et du coup, ça va être plus le défi d'augmenter sa vie intérieure. Donc d'aller la chercher puisque nos repères extérieurs ont vraiment, nos rendez-vous habituels ont disparu, et d'aller chercher cette vie, de pouvoir la diffuser et d'être petit à petit, de se mettre en résonance de nouveau avec le monde et de créer quelque chose, créer des réponses. Et puis, on est au début de la crise, mais on va bien devoir créer des réponses. Donc, les 3 choses qu'on va voir ensemble, là, c'est déjà quand même prendre un temps pour vous aider à comprendre le processus dans lequel on est pour faire vivre nos ressources. En même temps, on vit ça dans un processus. On va parler donc du processus de crise. Et puis, on va regarder nos capacités, comment elles sont mobilisables. Ça va être avec l'apport des neurosciences. Et puis, enfin, on ira voir comment on habite ces différents potentiels et comment on peut les faire venir. Et, entre autres, on verra ça avec les masques. Donc, vous entendez peut-être déjà parler de ça depuis quelque temps. Certains parmi vous sont peut-être coachs et utilisent cet outil. On vit une crise qui est systémique, c'est-à-dire elle touche tout un système et elle est aussi individuelle. Et le principe de la crise, dans un idéogramme chinois, c'est de dire qu'il y a à la fois des dangers, à la fois des opportunités. Et que cette crise est donc c'est un état instable et crucial dans lequel on va être balancé entre ces dangers et ces opportunités. L'histoire, c'est que plus on va regarder les dangers et plus évidemment on va être en proie à la peur et à un pessimisme, plus on va regarder les opportunités et plus on va être enclin à avoir envie et à avoir de l'optimisme. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que là, on est en train d'acquérir un virus de pensée qui est de dire il faut être optimiste et puis regarder que les opportunités. En fait, ce qui va compter, c'est l'équilibre entre les deux. L'équilibre entre les dangers qu'on voit et les opportunités qu'on voit et qu'on vit, parce que en fait, le point de clé d'une crise, c'est de pouvoir prendre des décisions
entre ces conséquences qu'on imagine positives ou négatives, sachant que le degré d'incertitude est fort. Donc, ce que ça nous demande en termes de ressources, on va voir, il y a des ressources qui vont être un peu plus privilégiées dans la crise, en tout cas au début, c'est d'être capable de se dissocier de la crise, c'est-à-dire de prendre un pas de recul, voire même un pas de hauteur, pour pouvoir éviter d'être pris dans tous les états négatifs que ça nous amène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à couper les informations, à couper les discours, parce que quelque part, c'est un effet anxiogène. Et donc, la question, ça va être une question d'équilibre, un équilibre qui va nous permettre de prendre cette décision afin de pouvoir être acteur, de reprendre du pouvoir sur ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dont on a été dépossédé. On a été dépossédé d'une partie de notre liberté, dépossédé d'une partie de nos actions, nos métiers, des gens parfois qu'on aime. Donc, on a perdu beaucoup de pouvoir. Il est question de retrouver, en étant acteur, des morceaux petit à petit de pouvoir. Et pour ça, ça va nous demander donc de décider et de passer à l'action. C'est pour ça que finalement, que vous soyez pessimiste ou optimiste par rapport à la crise, peu importe, c'est qu'est-ce que vous en faites juste après. Vous pouvez être pessimiste et du coup, vous mettre dans une discipline, aller chercher plein de ressources, vous décider d'apprendre, d'organiser vos choses, de ranger autour de vous, de prendre du temps pour vous, de vous prendre contact beaucoup avec les autres, de créer une harmonie autour de vous. Et vous êtes pessimiste, mais vous créez beaucoup de choses positives. À l'inverse, on pourrait imaginer être très optimiste et ne rien faire et perdre beaucoup de pouvoir là-dessus. Donc, on parle aussi beaucoup de vivre le moment présent en ce moment. Alors, c'est un moyen et ce n'est pas une finalité. Vivre un moment présent, c'est par exemple se remettre dans une ressource de conscience, de prendre le temps de respirer, etc. C'est très important. En même temps, la finalité quand même dans la crise, c'est aussi de voir la sortie de crise. C'est très, très difficile, mais c'est un peu notre rapport au futur qui se joue. Et là aussi, ça nous demande des ressources. Ce que je vous demande de noter, c'est que la manière dont on vit le temps et notre rapport au futur va être important comme ressource pour pouvoir anticiper et se mobiliser. Je vais vous donner une deuxième carte dans le processus de la crise qui est en fait les dragons. Peut-être certains connaissent ça, c'est un schéma sur les archétypes de Carol Pearson, qui est un anthropologue. Et donc, en fait, il nous raconte qu'on évolue en rencontrant des dragons dans notre vie, des dragons positifs, des dragons négatifs, ça peut être les deux, des dragons qui sont en rapport avec ce qu'on a rencontré. Le dernier dragon c'est la vieillesse ou la maladie. Puis il y a plein d'autres dragons qui sont les séparations, le fait d'être jeté dehors, de perdre son emploi, etc. Il y a beaucoup de dragons possibles. Et donc, dans l'histoire du dragon, en fait, au début, on est innocent. On ne sait pas que le dragon existe. Alors, le dragon, ici, en ce moment, ça peut être le Covid-19, donc ça peut être la pandémie, ça peut être la peur de tomber malade, ça peut être les conséquences économiques, ça peut être le confinement, ça peut être la perte de liberté, ça peut être la solitude, ça peut être le fait de vivre à deux, ça peut être de s'inquiéter pour nos enfants. Enfin, on peut avoir beaucoup de dragons comme ça. Je vous invite à réfléchir à ceux qui sont les plus forts pour vous. En tout cas, au début, on ne sait pas que le dragon existe, donc on est tranquille. Tout va bien. Puis le dragon vient d'apparaître. Alors en fait, on devient orphelin. C'est-à-dire que d'un coup, ce dragon prend toute la place. Il arrive et puis il souffle son feu et il prend toute la place. On est accablé et consumé par le dragon. Et donc, on est orphelin parce qu'on vient de perdre beaucoup de choses. On vient de perdre des points de repère essentiels. Donc, je pense que vous faites un parallèle assez facile avec vous-même dans la crise, sachant que les situations individuelles peuvent être très variables et que certains n'ont pas commencé à être orphelins, certains n'ont pas commencé à prendre des pertes, d'autres en ont eu beaucoup, peut-être en tombant malade, peut-être en étant, il y a tout plein de situations. Alors, au début, on peut en mourir du dragon. Et puis, si on n'en meurt pas, ça tombe bien, c'est qu'on est là encore pour en raconter. Vous en avez vécu pas mal de dragons, de difficultés dans votre vie. Et puis, ce qui se passe, c'est que l'étape d'après, vous êtes martyr, c'est-à-dire vous êtes persécuté par le dragon. C'est-à-dire, c'est pas mortel. La preuve, c'est que vous êtes en train d'y survivre. Mais vous êtes persécuté, c'est-à-dire qu'il est là très souvent et que vous êtes victime de ce qui se passe. Et donc, il y a des moments, ça va mieux, et des moments, ça va pas bien par rapport à ça. Et donc, ce qui va se passer après,
c'est qu'on va être, j'espère que vous voyez bien dans vos écrans, en tout cas, on va devenir vagabond. C'est-à-dire que cette histoire de dragon, eh ben, on en a un peu marre d'y penser, de la ressentir, d'en entendre parler. Alors on va voir ailleurs si on y est, on s'évade, on part à l'aventure, on cherche ailleurs si on y est, et on oublie le dragon. Et puis, à un moment, il est question de passer, de grandir quand même là-dedans. Alors, on devient un guerrier et on combat le dragon. C'est-à-dire, on décide vraiment de dire, c'est lui ou c'est moi. En tout cas, je veux que ça se termine maintenant et que je retrouve ma place, mon plein pouvoir et que je reprenne la main sur ma vie. Et puis que j'arrive à solutionner. Et donc, je combats le dragon, mais en fait, le dragon, on va pas le tuer, on va l'apprivoiser parce que c'est la vie, en fait, le dragon, c'est toutes les formes de vie. Et du coup, il va falloir faire avec et accepter, apprendre et même peut-être en faire une qualité, c'est-à-dire que peut-être, par exemple, je parlais avec quelqu'un qui a perdu la vue ce week-end et m'expliquait que en fait, ce qui avait fait tellement peur, parce qu'elle a été opérée, etc., ce qui avait fait tellement peur, finalement, devenait une très, très, très forte ressource pour elle et qu'elle trouvait beaucoup de confiance maintenant qu'elle perdait la vue. Donc, elle était en train d'apprivoiser son dragon. Alors, c'est très important de voir ici, si je vous l'amène, c'est le côté processus qui compte. C'est que, en fait, le plus important, c'est les flèches qu'il y a là, c'est qu'à un moment, on passe d'un état à un autre. Et alors, peut-être chacun à son rythme, hein, peut-être des fois en dehors de son champ de conscience, c'est-à-dire on s'en rend plus très compte, mais ces étapes, alors on peut imaginer par exemple qu'on ne savait pas que la pandémie allait arriver, que d'un coup on dit vous restez chez vous, et puis que vous commenciez à être dans le martyre, c'est-à-dire que vous commenciez déjà à être fatigué. En tout cas, il ne serait pas étonnant, ça ne veut pas dire que j'entends beaucoup de jugements par ça, en tout cas, il ne serait pas étonnant qu'il y ait un moment où vous ayez envie de penser à autre chose, de faire autre chose et de commencer à vagabonder par rapport à ça, avant de regarder vraiment qu'est-ce que vous pouvez en faire et quel est votre pouvoir là-dedans, quelle est votre implication personnelle et qu'est-ce que vous pouvez vraiment y faire. Il y en a qui ont fait ça très très vite et d'autres qui vont y mettre plus de temps. Chacun vit des situations différentes là-dessus. Par rapport à la crise, donc vous vivez un processus, mais vous vivez ça aussi avec un état d'esprit. Et ça, c'est important, l'état d'esprit. C'est la chose qui fait baigner votre expérience, qui fait que ça a un goût, ça a une saveur, c'est un état d'esprit qui donne ça. Alors, quel est votre état d'esprit? Eh bien, j'avais envie de vous donner un état d'esprit individuel aidant pour être capable de se connecter à ces ressources en cas de crise. Et je vous donne la phrase de Gandhi. Si vous traitez un individu comme il est, alors il restera ce qu'il est. Si vous le traitez comme s'il était déjà ce qu'il pourrait être, alors il a des chances de devenir. Alors là, c'était orienté vers les autres, mais ces principes d'ouverture et de bienveillance, d'imaginer qu'est-ce qu'on va savoir devenir, c'est possible. Cette bienveillance et cette qualité, je vous l'invite à la prendre pour vous, c'est-à-dire de vous regarder dans ce que vous pourriez être, ce que vous avez des chances de devenir. Voilà, comme un premier sésame pour aller vous reconnecter à des ressources, eh bien, c'est de ne pas vous attacher obligatoirement à l'image de ce que vous étiez jusqu'à présent, de ce que vous faisiez jusqu'à présent, mais aussi à ce que vous pourriez être ou faire. Alors, on vit dans cette crise des situations intérieures qui sont très réveillées, en fait. C'est-à-dire que le coronavirus et cette crise n'arrive pas sur rien, il arrive sur un terrain. Alors imaginez, j'ai mis une dame là qui était en pleine ascension, en train de s'éclater dans ce qu'elle faisait, d'avoir plein de projets, d'avoir vraiment un truc très très chouette à vivre. Et puis d'un coup, elle se retrouve avec sa nacelle dans son salon et avec un ordi en plus, parce que sinon elle ne pourrait pas nous écouter, mais voilà, elle est vraiment arrêtée dans son élan. Et puis d'autres, les situations intérieures réveillées, ça peut être toutes sortes et on va justement les voir en quoi la crise est une vraie occasion. On a parlé tout à l'heure d'opportunité, de revisiter, de réveiller nos ressources, de nous réinventer un peu avec ça. Alors, la première des situations, et ça va nous emmener dans les neurosciences dans quelques instants, la première des situations, je vous ai mis ici Peter Pan. Donc, Peter Pan, vous savez, comme ces enfants qui aiment
ne pas grandir et en même temps, regardez bien son regard. Ici, Peter Pan, il est capable de se confronter. Donc, la crise nous amène à cette confrontation, à être face à des limites, à poser des limites, à être aussi peut-être déterminé à passer au travers. Et donc, ça nous amène aussi dans une certaine tension. Parmi vous, certains dirigent une entreprise ou leur travail, eh bien, c'est sûr que ça les confronte très, très fort. Et donc, ils sont amenés dans la confrontation. Et donc, c'est un de nos potentiels, une de nos situations, c'est de pouvoir se confronter. Une autre chose qui nous arrive en ce moment, c'est qu'on rencontre de la complexité. Alors ça aussi, comme Peter Pan, depuis que vous êtes enfant, vous avez rencontré de la complexité. C'est complexe de comprendre comment marche l'école et comment marchent les enfants autour de nous. C'est complexe de voir comment marche l'adolescence. C'est complexe de voir comment il faut trouver quelqu'un dans sa vie. Tout ça est très complexe et on a plus ou moins appris à certains endroits à rencontrer cette complexité et surtout faire corps, être fluide avec, et puis en tirer des enseignements et une pratique qui fait que on apprivoise le dragon. Donc, on va avoir ici à rencontrer la complexité, que ce soit dans son métier pour poser des challenges ou autres. Une autre chose qui nous arrive dans cette crise, c'est qu'on va vivre des nouveautés. Ça aussi, regardez bien, depuis que vous êtes enfant, vous avez appris à vivre des nouveautés et à changer des choses, à vous déplacer dans vos modes de pensée, d'action, dans votre environnement, et vous avez appris à vivre des nouveautés. Et là, vraiment, le challenge, c'est aussi de pouvoir vivre des nouveautés et donc de se permettre de s'autoriser, d'initier, de librement imaginer ce que vous pourriez faire ou un peu moins librement, mais rapidement d'être capable de pouvoir faire quelque chose là-dessus. Ça nous emmène tout naturellement vers une autre situation, une autre compétence, eh bien, c'est de réussir à baliser un parcours, c'est-à-dire d'organiser comment on fait les choses, avec quel point de passage, avec quelles étapes, autant dire quelque chose de plus rationnel, de plus classé, de plus solide, qui fait que oui, on apprend des choses, oui, on est dans du changement, mais on met quand même des points d'appui pour traverser la rivière, on essaye de s'appuyer sur des pierres. Donc, réussir à mettre en ordre et en qualité tout ça. Bon, ça, vous attendiez certainement, la crise nous emmène à vivre des incertitudes. Vivre des incertitudes, c'est-à-dire vivre le risque, vivre le danger. Et comme ce marin ici, en fait, on emmène du monde, on est sûrement responsable de choses, à commencer déjà par soi, alors que on ne sait pas ce qu'il y a derrière la vague d'après. En ce moment, c'est vraiment le cas. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Yves des incertitudes et de tout ce que ça produit dans notre cerveau. Mais là, s'il y a bien un moment où dans notre vie on vit des incertitudes, c'est pour beaucoup d'entre nous maintenant très fort. Donc, bien ces incertitudes sont une occasion pour nous de traverser et de vivre la vague d'après. Mais voilà, encore faut-il se hisser et essayer de voir plus loin. Encore une autre situation, c'est peut-être de rencontrer de l'adversité douloureuse, c'est-à-dire que où on tombe malade, où on perd son emploi, où on est beaucoup moins à travailler, où tout ce qui était vrai ne l'est plus, où on est en conflit avec des personnes qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Et donc, on rencontre vraiment de l'adversité douloureuse qui va nous demander de nous soigner, de prendre le temps de nous poser, de prendre conscience de ce qui se passe, de prendre conscience de ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Donc, c'est une vraie ressource ici aussi qui est appelée. Et puis, dernière situation des humains, on ne va pas dans les détails de tout, mais dernière grande situation des humains, c'est d'avoir du plaisir à être ensemble, à être en groupe. Donc, nous sommes une espèce grégaire et on a envie de partage, de cœur, de boire ensemble, de faire un repas ensemble. Et donc, vous pouvez voir comme cette crise très particulièrement nous amène à réinventer des ressources pour avoir du plaisir à être en groupe, y compris ce soir. Donc, cette situation est vraiment mise en question ici dans la crise. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça dans cette crise ?
qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous apporter comme compréhension, comme carte, et qu'est-ce que aussi la méthode Persona, et donc la manière d'accéder à ces ressources peut nous apporter dans cette période de crise. Et du coup, je laisse la parole à Yves. Alors donc la question, c'est d'arriver justement à comprendre ce qui se passe quand on fait face à ces situations, quand on mobilise nos ressources, et puis aussi justement quand on évolue, ce qui est extrêmement important. Donc on va voir sur la diapositive suivante. Voilà, comment en fait on peut relier la grille qu'Olivier commence à tracer avec justement nos hormones, la façon dont dans le cerveau se mobilisent nos énergies mentales. Il faut voir que les hormones, on en a évidemment un très grand nombre, mais le cerveau produit des hormones qu'on appelle les neurohormones. Et en fait, on a, ce qui est tout à fait remarquable, on a 7, si vous voulez, grandes neurohormones qui vont correspondre de façon extrêmement précise à la grille qu'Olivier a commencé de dessiner pour comprendre les ressources mentales précisément qu'on est capable de mobiliser dans les situations habituelles, dans les situations de crise, et puis surtout dans une situation comme maintenant avec la pandémie du coronavirus. Alors on va faire le tour de ces 7 hormones qui sont liées à 7 grandes mobilisations mentales. Si vous voulez, l'hormone, ça permet de réagir à une situation. Et donc, c'est grâce à l'hormone qu'on peut mobiliser son cerveau pour réagir à cette situation qui est en général donc une situation difficile et particulièrement amplifiée actuellement dans la crise actuelle. Alors, on va commencer par la sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est une hormone que vous connaissez bien, c'est celle qui est très impliquée justement pour se protéger de la douleur. Et chaque fois qu'il y a l'adversité, une situation douloureuse, et c'est le cas par exemple maintenant quand il y a des personnes hospitalisées, des morts, ou quand il y a des difficultés économiques, il y a cette douleur, et la sérotonine est l'hormone que l'on va mobiliser pour se protéger de cette situation douloureuse. En face, de l'autre côté, vous avez la dopamine. La dopamine, elle est aussi très connue, et c'est donc une hormone qui sert à voir à plus long terme et à aller vers un lointain, à aller vers une situation justement pleine d'incertitudes et à essayer de comprendre quelle va être la sortie de crise et à mener l'aventure jusqu'à la sortie de crise. Si vous voulez, c'est l'hormone, la dopamine, c'est l'hormone de Christophe Colomb quand il part en Amérique, il dit cap à l'ouest, il ne sait pas où il va arriver, mais il veut arriver quelque part. Donc vous voyez, sérotonine pour le court terme, pour faire face à la situation douloureuse telle qu'elle est maintenant, aller contre cette douleur, et puis à long terme, la dopamine qui permet justement de voir beaucoup plus loin et d'entraîner en particulier les autres pour arriver à résister sur la distance à ces difficultés. En bas, vous avez donc 2 hormones qui sont aussi particulièrement importantes. En situation difficile, il faut avoir une méthode, il faut avoir des procédures, il faut pouvoir suivre un parcours, il faut beaucoup d'organisation. Et ça, c'est une hormone donc, qui s'appelle l'acétylcholine, qui est mise en route précisément, qu'on mobilise quand il faut précisément suivre un parcours, arriver à mettre en place une procédure, une méthode, et le faire de façon systématique. Mais justement, elle ne suffit pas, parce que la situation qu'on rencontre, peut-être qu'elle n'a jamais existé, et c'est ce qui se passe avec la pandémie actuelle. Et en face, vous avez une autre hormone juste à côté, qui s'appelle donc la noradrénaline, et elle est toujours en parallèle avec l'acétylcholine, elle sert à aller vers les situations nouvelles, parce que dans les situations justement que l'on n'a pas rencontrées, il faut innover, il faut inventer. Au-dessus, vous avez 3 hormones qu'on retrouve et on est un peu étonné a priori de les retrouver là, mais il faut voir que la testostérone et les oestrogènes qui nous font garçons ou filles sont des hormones en fait qui sont fabriquées par nos neurones et c'est des neurohormones qu'on a tous dans la tête, filles et garçons. On a ces 2 hormones, testostérone et œstrogène. Il y a juste une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui permet de passer de l'un à l'autre. Et donc, ce n'est pas le même rôle que les hormones
qui sont dans les ovaires et les testicules, produites par les ovaires et les testicules, mais c'est des hormones qui vont jouer de deux façons. Les œstrogènes, justement, permettent de faire face à la complexité. Les œstrogènes, c'est en permanence ce qu'elles font, une recherche d'accord avec les autres, une recherche de convergence, et donc les œstrogènes produisent une réaction face à la difficulté dans les situations précisément complexes où il faut mobiliser un certain nombre de convergences, d'accords, pour pouvoir justement arriver à affronter la situation. De l'autre côté, vous avez la testostérone, et là, c'est beaucoup plus de façon très connue, évidemment, chez les sportifs, c'est la situation d'affrontement, la situation de faire face à la difficulté par la rapidité de décision, par l'action. Et là, donc, on a deux hormones qui sont très complémentaires. Et encore, ce qui est très important donc à se rappeler, c'est que ce n'est pas le fait que vous soyez fille ou garçon qui vous permettent de mobiliser ces deux hormones. Tout le monde peut mobiliser les deux hormones. Et puis enfin, tout en haut, vous avez l'hormone du groupe, celle qui permet justement de réagir en groupe, qui permet d'avoir une action de groupe, qui permet de se mobiliser pour le groupe. C'est celle qu'on voit actuellement. Ça veut dire la capacité qu'a chacun de se mobiliser en fonction de la situation. Et ça, c'est très différent d'un individu à l'autre, et c'est quelque chose qui nous différencie de façon importante. Et il y a quelque chose d'important qu'on va voir par la suite, c'est précisément la capacité à changer, à pouvoir modifier cette mobilisation, mais aussi à comprendre comment les autres mobilisent d'autres hormones qui ne sont pas forcément les nôtres, et donc l'aspect collectif va être très important. Alors vous voyez qu'en dessous de chaque hormone, il y a la situation à laquelle on réagit, et puis il y a le mot désir. Oui, parce que la production de ces hormones, en fait, dépend de neurones, dépend de réseaux de neurones, qui sont ce qu'on appelle hédoniques. Ça veut dire les neurones, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement, quand ils s'activent, ils veulent que quelque chose les réactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes parties du cerveau qui produisent ces différentes hormones vont en permanence aller chercher les situations qui leur permettent de se mobiliser. C'est très fort, par exemple, on le sait tous, avec la dopamine. La situation incertaine, ceux qui produisent de la dopamine face à la situation incertaine, ils ont envie de plus en plus d'incertitude. Ils ont un désir d'aventure. C'est-à-dire que la dopamine se mobilise pour précisément les mobiliser vers des aventures nouvelles. C'est typiquement les jeux, par exemple, non seulement les jeux vidéo, mais les jeux au casino, et vous connaissez les excès, ça veut dire à ce moment-là être totalement addict de la recherche d'incertitude et du désir d'aventure. Mais évidemment, on peut l'avoir de façon beaucoup plus organisée, à bon escient. Si on prend la testostérone, c'est clair que la situation d'affrontement qui la mobilise amène un désir de s'affronter en permanence et donc un désir qui peut être évidemment excessif de domination. Quand on prend les œstrogènes, par contre, qui est donc la réaction face à une situation complexe, c'est beaucoup plus le désir de s'accorder avec les autres, d'aller vers ces situations complexes pour développer précisément ces œstrogènes, et c'est beaucoup plus un désir d'harmonie. Si on prend l'ocytocine, c'est clair que dans le groupe, aller rechercher les groupes, c'est aussi développer un désir du bien-être du groupe, c'est le désir que le groupe marche bien, que le groupe fonctionne, que, en particulier, maintenant, l'hôpital fonctionne. Si on prend on a vu la dopamine, si on prend la sérotonine, qui est donc la réaction aux situations douloureuses, c'est un désir précisément d'aller vers des situations douloureuses pour résister à ces situations, et c'est le désir de sérénité, c'est le désir de rester zen, quelle que soit la difficulté de la situation, et donc d'affronter les situations difficiles de maintenant. L'acétylcholine, elle, quand on la mobilise justement pour une situation de parcours, ça veut dire qu'elle amène, elle produit un désir, le désir de rencontrer précisément cette situation de parcours, donc c'est un désir d'organisation. Et puis la noradrénaline, qui va vers les situations nouvelles, qui se mobilise vers les situations nouvelles, c'est clairement un désir profond qu'on a d'innovation. Vous voyez tout de suite que ces hormones, elles ont un double aspect. Elles ont un aspect individuel, notre personnalité,
le désir qu'on a. Et puis, il y a un aspect collectif, comment on s'organise ensemble pour pouvoir mobiliser ces différentes hormones dans les situations comme celles qu'on vit aujourd'hui, parce que la mobilisation collective, on va voir, est capitale. Donc, on va à la suivante, la diapositive suivante. Et ça, c'est simplement pour rappeler ce côté, non, celle d'avant. Ok. C'est juste la transition pour rappeler ce côté biologique. Donc, on ne va pas du tout rentrer dans la biologie, mais il faut voir que ces hormones ont une identité très forte et un mode de fonctionnement très fort qui est identifié, si vous voulez, par l'hormone et qui, avec son récepteur qui est montré à côté, marche comme une clé avec une serrure et donc peut mobiliser de cette façon des grandes quantités de neurones dans le cerveau parce qu'il suffit que les neurones développent les récepteurs, par exemple, à la dopamine. La dopamine va avoir beaucoup plus d'action par rapport à ces récepteurs. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière ces hormones, il y a le fait de les mobiliser, de les libérer. On sait par exemple, quand on parle de la sérotonine, que tous les produits qui luttent contre la dépression actuellement sont des produits qui libèrent justement la sérotonine, qui aident à mobiliser la sérotonine. Quand on prend la dopamine, on sait que si jamais on s'active pour avoir une action très forte dans une direction donnée à longue distance, on développe une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine qui va aider à libérer la dopamine. Ça a été vu, ça c'est juste pour prendre un exemple, dans les musiciens d'orchestre, quand ils font des concerts, si on mesure après leurs hormones et leurs protéines, on voit que ceux qui ont donné leur énergie justement pour faire une grande représentation d'une heure ou deux, vont avoir sur la durée une très grande libération de dopamine. Donc c'est très important de voir que ces hormones ont des logiques de fonctionnement qui sont extrêmement fortes et que on peut les relier, et c'est ce qu'on a fait avec Olivier, avec justement la mobilisation des ressources, la façon de mobiliser ces ressources de façon individuelle et collective. Alors la diapo suivante va faire la jonction justement entre la méthode développée par Olivier, donc les masques persona, et puis les 7 neurohormones qu'on vient de voir. Et en fait, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il y avait une correspondance très directe. C'était la même grille de lecture, que l'on regarde donc les aspects psychologiques avec Olivier par rapport à la mobilisation des ressources et ce qui se passe au niveau des hormones sur le plan biologique. Et ça, c'est extrêmement important de voir justement cette relation parce que ça veut dire qu'on a à la fois la vision apportée par la psychologie et la vision apportée par les neurosciences, par la mobilisation des hormones qui en fait peuvent être tout à fait mises ensemble dans la même grille. Et donc avec Olivier, on partage la même grille de lecture avec ces 7 hormones qui sont aussi justement 7 caractères. Alors, Olivier va parler justement des masques, mais moi, ce que je voudrais dire, et qui est très important en période de crise, c'est le côté individuel et le côté collectif. Pourquoi ? Parce que le côté individuel, quand on est en situation difficile, on a tendance à mobiliser les hormones qu'on a naturellement les plus fortes. Exemple, si je fais beaucoup de dopamine et je suis quelqu'un qui va vers l'incertitude, cette crise, je vais surtout aller vers le long terme. Le court terme m'intéresse beaucoup moins. Je veux surtout regarder la sortie de crise, comment on va s'en tirer sur la distance. Si par contre, je suis plus quelqu'un qui va facilement mobiliser son acétylcholine, je suis dans l'organisation, dans la procédure, comme l'ARS par exemple maintenant, c'est la question de savoir voilà comment l'organisation collective se fait. Mais on voit aussi justement que collectivement, et moi je trouve c'est ce qui manque beaucoup actuellement, la noradrénaline demande à inventer, demande à innover justement en période de crise, et on voit qu'il faut ces différentes hormones. Donc il faut en fait toutes les hormones, soit de façon individuelle, si on peut précisément les mobiliser, soit de façon collective. Et enfin, par rapport à la méthode Persona, avant de passer la parole à Olivier, ce qui est très important,
c'est la prise de conscience. La prise de conscience de l'existence en parallèle de ces différentes personnalités, de ces différentes capacités, de ces différentes ressources, voire qu'en période de crise, comme la crise actuelle, on a besoin de toutes. Et quand on a besoin de toutes, comment on peut aller soi-même vers justement la mobilisation de ces différentes ressources et comment surtout, collectivement, on peut y arriver. Merci Yves. C'est toujours aussi passionnant. Oui, juste un mini-mot sur les masques. Ils se sont promenés sur les 5 continents. D'ailleurs, ils étaient déjà présents sur les 5 continents. Dans le théâtre et dans la commedia dell'arte, et ça nous montre très clairement comment, on porte un masque et qu'on a une dynamique corporelle et qu'on vit toujours un peu le même scénario avec les autres, on est coincé dedans. Et donc, justement, l'idée, c'est de sortir des rôles, sortir de l'image pour aller dans l'intérieur. Donc, les masques servent à se révéler à l'intérieur avec toutes les ressources qui sont possibles. Alors, du coup, je me tourne vers vous et c'est à vous de travailler maintenant. Alors, on va vous aider, bien sûr, mais Yves va parler de clés de serrure. Donc, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir la porte à vos ressources, d'ouvrir la porte, du coup, à la production de neurohormones, parce qu'on parlait de la musique qui a amené de la dopamine, mais on a pu prouver que la méditation a amené de la sérotonine. Donc, il y a des pratiques, des actions, des moments, des espaces autour de vous, des manières de vivre le temps aussi qui font qu'on génère certaines choses à l'intérieur de nous sous forme de sensations, d'émotions ou d'hormones. Alors, la question, c'est de quoi avez-vous besoin en fait? Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin? Ou là, dans cette crise, de quoi avez-vous besoin? Donc, les ressources qu'on va voir au fur et à mesure, on va repasser à travers les différentes neurohormones et différentes situations et on va voir est-ce que cette ressource est là pour moi pendant cette crise actuelle? Et sinon, on va essayer de l'enclencher. Et puis, à quelle dose aussi je mobilise cette ressource? Parce que, en fait, plus qu'un découpage, et c'est pour ça qu'il y avait marqué que ce n'est pas des boîtes à chaussures, ce n'est pas une question d'avoir des boîtes à chaussures avec chaque hormone ou chaque masque. La question, c'est la synergie, l'intelligence qui se crée là-dedans, mais aussi la dose, parce que si on a trop d'une ressource, elle va être dominante, mais elle va certainement s'épuiser ou prendre tout l'espace par rapport aux autres, à la fois dans cette dimension collective. Et puis, bon, plus on est emprunt à une hormone ou à un masque, moins on va accepter ce qui nous paraît très différent. Donc, alors, premier défi pour vous pendant cette crise. Alors prenez pas premier dans le sens, c'est le premier qu'on voit, c'est pas obligatoirement le premier à faire. Mais en tout cas, le premier qu'on voit ensemble, c'est de définir des priorités et de les décider. Donc, que ça soit en urgence avec des malades ou chez vous alors que vous n'avez rien à faire, du coup, quand même, c'est quoi les priorités, les décider? Donc, de quoi on a besoin? Quel est l'archétype qu'on a besoin de rappeler? C'est une énergie, entre guillemets, de guerrier, c'est-à-dire de présence à soi, de présence au monde et donc d'affirmation de ce qui est nos priorités, nos décisions. Je vous le rappelle, vous l'aviez quand vous étiez, depuis que vous êtes enfant, vous avez rencontré cette ressource. Je vous rappelle le visage de Peter Pan. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est moi ou c'est pas moi. Il ne faut pas être dans l'image et la reconnaissance, essayer de s'identifier. Est-ce que je suis un guerrier ou pas? Parce que là, on va perdre 75% ou 80% du public qu'il y a ici en disant moi, je ne suis pas un guerrier, je ne me sens pas un guerrier. Ce n'est pas est-ce que je suis un guerrier, mais est-ce que je peux faire appel à cette énergie chez moi? Et du coup, dans la méthode Persona, c'est l'archétype de Pantalon. Alors, Pantalon, c'est le masque de Venise. Venise qui, malgré beaucoup de crises, malgré la lagune et les sables mouvants, est restée droite et forte et avec des valeurs de noblesse. Et donc, ce personnage de Pantalon, et c'est aussi donc l'archétype de ce guerrier. Et du coup, qu'est-ce que ça vous demande comme orientation d'esprit? Eh bien, c'est la mission. Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir sur votre écran la dame qui court ici avec donc l'énergie de la testostérone, et c'est une dame, mais c'est vraiment focusé et tendu vers la réalisation de sa mission. C'est important cette histoire de mission quand même parce que la mission, c'est quand même ce qui va être dans la dose.
quand on n'a plus du tout de mission, on est en démission en fait, on démissionne. Hein. Quand on est en train de retrouver la mission, ben, on est en rémission, on remonte. Hein. Donc c'est de pouvoir se donner une mission pendant la crise. Donc les points forts, si vous appelez ce guerrier, c'est une capacité à décider, à tenir, à avancer, à focaliser. Et puis, attention, à bon escient aussi, parce que c'est une pensée qui est à court terme, qui est sur le maintenant, c'est une centration, une concentration, et du coup, ça peut ne pas avoir une vision plus large et périphérique. Hein, c'est focus, hein, comme son nom l'indique, et ça empêche de prendre l'ensemble. Hein, donc, c'est toujours une question de dose. Vous verrez dans vos supports, quand vous allez les avoir, qu'à certains moments de la crise, enfin à certains moments du changement, c'est-à-dire en crise, en transition, en transformation ou en stabilisation, c'est plus ou moins approprié. Toujours pareil, c'est des grands principes, il faut toujours revisiter ça avec votre contexte particulier. Donc, les difficultés pour être dans la crise, Yves? Oui, alors ce qui est important, c'est justement comme on a en période de crise une exacerbation de la production d'hormones, si on a déjà tendance à mobiliser cette hormone de façon importante, si justement on a tendance à être trop guerrier, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est une production très forte de l'hormone et dans ce cas-là, elle devient dominante, mais elle devient aussi inhibitrice pour les autres. Et ce qui est difficile, c'est justement la façon dont elle va être prise par les autres qui vont l'interpréter comme c'est écrit là, ombre, c'est une agressivité, une tension, une dureté. Et dans la crise Corona, justement, c'est beaucoup le centrage sur soi-même, sur son opinion. Vous avez un exemple très fort de ça que tout le monde connaît bien, c'est Trump. Vous voyez que son attitude est interprétée comme une attitude actuellement de centrage précisément sur lui-même, avec beaucoup de dureté et de tension. Et c'est quelque chose qui est vraiment un excès et une monopolisation, on va dire, par la testostérone de l'ensemble des ressources du cerveau. Alors, on a aussi justement, dans ces cas-là, une exacerbation des peurs quand on est centré sur quelque chose d'unique et ça va amener donc une peur très forte justement de ne pas tenir sa place, de ne pas réussir la mission. Et cette peur, elle a quelque chose de très fort que vous voyez aussi avec Trump, mais que vous voyez peut-être aussi avec d'autres, c'est le mensonge. Ça veut dire que celui qui fait monotesto, il est prêt à tout par rapport à lui-même et plus rien d'autre à ce moment-là n'est important. Et de l'autre côté, justement par rapport à ce que dit Olivier sur le dosage, si on n'en a pas du tout, le problème, c'est le manque de volonté, le manque de colonne vertébrale, la présence d'un laisser-faire. L'énergie de tension peut être utile pour, ne serait-ce que pour se lever. Hein. Alors, justement, regardons maintenant les points d'appui. Qu'est-ce qui peut nous aider en appelant cet archétype du guerrier, ce masque de pantalon? Eh bien, en fait, l'idée, c'est pour chaque archétype, c'est la même chose. C'est de vous donner une autorisation à le faire. Déjà, vous sentir autorisé à le faire. Alors, autorisé à le faire, des fois, on est gêné dans son environnement. Par exemple, il y a quelqu'un qui tient beaucoup ce rôle-là. Du coup, on n'a pas envie de lui prendre la place. Ça ne serait pas bien, il est meilleur que nous, etc., etc. Mais en fait, chacun, on le voit bien aujourd'hui dans les urgences, dans les hôpitaux, les repères habituels ont changé, les autorisations ont changé. Il y a plus de possibilités, par exemple pour des infirmières, de faire des actes peut-être ou des concrets que d'habitude par rapport au docteur. Pourquoi? Mais parce que il y a besoin d'apporter des solutions et des réponses. Donc ici, la capacité d'avancer qu'apporte Pantalon est dans la priorité. Le fait de porter cette avancée, je vous avais une phrase de Mandela, il disait « Je suis fondamentalement optimiste et être optimiste, c'est en partie avoir la tête dirigée vers le soleil et les pieds qui continuent à avancer. » Et Mandela, dans le confinement, il s'y est connu pendant 27 ans, donc je pense qu'on peut le prendre un peu en exemple ici. C'est cette détermination pour avancer et apporter de la valeur aussi aux priorités. Il y a un défi. Le défi, c'est une hormone qui est forte, donc c'est de savoir se dominer sans chercher à dominer les autres. Et notamment, se dominer, c'est aussi
par rapport à un pantalon, le droit à l'erreur, ce n'est pas sa spécialité. Et donc, il n'est pas content du tout de ce qui ne va plus, de ce qui ne marche plus. Et donc, c'est vraiment important de réorienter votre esprit, tous ceux qui sont très portés avec cette hormone et ce masque, portez votre esprit sur devant. Hein. Regardons maintenant devant, parce que plus on va focuser sur quelque chose qui ne marche pas, moins on va être dans des ressources. En tout cas, votre autorisation ici, ça va vraiment permettre de protéger et de décider. Alors, bon, ça c'était le premier. Olivier, juste un petit point timing. Il est 18h54. Bon, oui. Il nous reste une bonne grosse demi-heure. Comment on fait? Est-ce qu'on va peut-être alléger le temps questions-réponses? Moi, j'en ai déjà en plus. Tu en as déjà au plus. Bah, écoute, c'est bon d'avoir cette information. Maintenant que vous avez compris le principe, ça va aller un peu plus vite. Donc, un des défis qu'on a, c'est de trouver comment on fait. Hein. Ici, on est sur un archétype qui va travailler le comment, et le comment qui va rendre la chose fluide. Un peu comme l'eau trouve son chemin pour arriver jusqu'à la mer, il faut trouver le chemin. Donc, avec quelle qualité on va faire ça, avec quelle fluidité? Et donc, il faut apporter ici, dans notre manière d'être, de la tempérance. C'est-à-dire, la tempérance, c'est finalement mettre ensemble des opposés. C'est-à-dire, c'est à la fois être sage, à la fois être sorcier, à la fois être diplomate, à la fois être politique. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est de pouvoir être dans du froid et dans du chaud, donc être tempérant, hein, comme quelque chose qui va nous permettre plus d'harmonie. Donc, ici, c'est l'archétype et le masque de Puccinella. Du coup, les points forts que va vous apporter l'œstrogène, alors ici vous avez ce gène, c'est le fait de se mettre aussi en relation, hein, c'est vraiment le masque de la relation, et Dieu sait si on en a besoin en ce moment avec le confinement. Donc c'est aussi une capacité à comprendre des enjeux, à trouver des compromis, et bien sûr, pour pouvoir faire ça, c'est aussi une forme de dissociation, j'en parlais, c'est la qualité qui est demandée, mais ça nous éloigne un peu des sentiments pour avoir une certaine rationalité aussi. Donc les gens ne le comprennent pas toujours, ce que ça veut dire. En tout cas, relativiser, ça ne veut pas dire manquer d'empathie. Parfois, ce que vous avez besoin ici, si vous êtes très porté sur ce mode de caractère, c'est peut-être d'expliquer ce que vous vivez, ce que vous faites. Ça ne veut pas dire rendre des comptes, expliquer, hein, mais juste expliquer. Voilà, donc Yves, peux-tu nous parler de… Moi, je vais toujours donc, dans le sens de l'excès justement de l'hormone et de la façon dont elle est produite de façon excessive en réponse à des situations très dures comme celle de la crise du coronavirus. Rechercher justement des accords avec les autres peut amener, et ça c'est ce qu'on va appeler l'ombre, vers justement un certain cynisme et une certaine manipulation pour pouvoir attraper les autres en faisant semblant de s'accorder avec eux, mais en étant en fait très conscient du fait qu'on veut surtout avoir l'accord et on est prêt à tout pour le faire. Et dans la crise du corona, donc ça amène cette attitude de centrer aussi sur soi, de dire ça va bien pour moi parce que tout le monde s'accorde avec moi. Et la peur qui est liée à ça, c'est beaucoup évidemment le manque de liberté, la peur de la contrainte qui est apportée et qui fait qu'on perd justement cette capacité à aller vers la complexité. Alors par contre, si on n'en a pas, si on n'a pas cette hormone, si on n'a pas cette capacité de mobilisation, et c'est justement un manque de compréhension, un manque de lucidité qui fait que on a un refus d'aller vers la cohérence avec les autres, d'aller vers la convergence, d'aller vers la concertation. Alors ici, dans cet archétype-là, dans cette hormone d'œstrogène, la vision, l'attention, ça va être l'harmonie. Hein, donc l'idée, c'est de devenir attentif à son propre rythme, parce que l'harmonie, c'est être dans ses propres rythmes et ses propres choses, tout en étant attentif et harmonieux avec le rythme des autres.
C'est un peu comme ces musiciens qui jouent une improvisation, je crois qu'on dit un bœuf, là où d'un coup, il y en a un qui part et puis les autres se mettent et puis se mettent au diapason avec. Voilà, ça c'est ça un peu que ça vous amène. Donc, c'est trouver votre capacité ici à vous harmoniser, sachant que ça demande de ne pas rester spectateur. Or, parfois, il y a tellement à voir dans cette crise du corona, il y a tellement à voir dans les changements des personnes qui se passent autour que vous pourriez être tenté de juste oublier de prendre votre propre part là-dedans. Alors, un autre défi qui nous est amené de faire, on a vu tout à l'heure sur le bateau l'incertitude dans la tempête. Eh bien, une des choses que vous avez aussi bien à titre professionnel ou peut-être même à titre familial avec vos enfants et votre conjoint, c'est de pouvoir aussi rassembler, traverser, encourager, donc d'avoir des qualités de cœur là-dedans et de tripes et de motivation personnelle qui fait que les autres se sentent inspirés par ça. Donc, on a pris ici l'archétype de l'explorateur, c'est le fait de dire, ben, chic, ça nous emmène ailleurs, on voyage. On voyage. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu paradoxal de parler de voyage, mais justement, quel voyage ça nous permet? Et ça veut dire, comme nous parlait tout à l'heure Christophe Colomb, ben, on parle ici du capitan, c'est-à-dire le fait d'être capable d'emmener comme un capitaine son équipage. Alors, ça veut dire que on transcende l'existant hein, parce qu'on le veut, parce que c'est une décision, parce qu'on parlait tout à l'heure de la décision, et parce que voilà, on va être très en rapport avec le futur et que c'est ça qui compte, c'est de penser au futur de soi et des autres et de s'orienter vers ce futur. Évidemment, c'est surtout vrai avec notre relation avec les autres. Ça crée chez nous une certaine impatience, d'abord parce qu'on n'aime pas être entravé, et deuxièmement parce que tout le monde ne joue pas cette carte-là et on trouve que ceux qui ne sont pas là-dedans se plaignent. Alors, il y a des moments où c'est plus porteur que d'autres. Et regardons donc le côté trop dosé. Qu'est-ce que ça nous amène, Yves? Donc, quand il y a des excès justement de dopamine, ça veut dire, la dopamine est ultra utile en situation de crise pour ne pas voir simplement l'immédiat, mais d'aller beaucoup plus loin, et donc en situation d'incertitude. Mais quand il y en a trop, ça on le connaît bien, ça fait les gens têtus et aussi donc brouillons et qui n'écoutent plus les autres. Et ça amène aussi chez ces gens-là des grandes peurs, la peur de ne pas réussir, la peur de manque de liberté. Par contre, si on en manque, c'est pas bon non plus parce que c'est la difficulté à changer, la difficulté à voir loin, la difficulté à commencer à préparer la sortie de crise. Alors, vous avez vu le navire, hein, le bateau, donc c'est locomoteur, hein, c'est vous mettre dans une locomotion, le fait de pouvoir bouger. Ça veut dire que c'est partir de sa confiance, partir de son plaisir en fait, de là où c'est bon. Ce que vous faites pour aller dans votre capitan, c'est de vous mettre dans de bonnes dispositions. On parle beaucoup pendant le télétravail de bien s'habiller ou voilà. Faites-vous ou il y en a qui parlent de faire des bons petits plats, etc. Mettez-vous dans de bonnes dispositions pour avoir cette envie-là aussi. Hein. Donc, c'est une vraie capacité, mais c'est aussi un énorme défi dans le corona, énormissime. C'est le fait, pour être capitaine, il faut être un peu plusieurs sur le bateau et de pouvoir porter sa voix et rejoindre les autres malgré la distance. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont ici en télétravail, et c'est mon cas maintenant avec vous, c'est porter sa voix et vous rejoindre alors que je ne vous vois pas, vous n'êtes pas à côté de moi, je ne peux pas vous parler dans l'informel. C'est quand même plus compliqué, donc c'est un énorme défi pour le capitaine. Autre défi, se poser et résoudre les choses de manière durable, c'est-à-dire être doué de raison et d'empathie et de compassion. Donc, c'est l'archétype ici du guérisseur. Alors, vous ne serez pas étonné, le guérisseur, ça veut dire qu'on arrive ici au masque du docteur, donc celui qui sait et qui apprend de l'expérience et qui a beaucoup du coup, qui met beaucoup d'emphase à la connaissance. Donc, le but ici, c'est la pérennité, la clé. Hein. La clé, c'est choisir la pérennité par rapport à la crise actuelle. Donc, on voit comme cet archétype, ce masque et la sérotonine ici, au gré des saisons qui vont passer, est très, très fortement appelé. Et c'est bien parce que ça fait partie des archétypes qu'on oublie un peu dans le monde, qu'on oubliait un peu jusqu'à la crise en tout cas. Donc,
en fait, c'est un potentiel très fort pour le changement parce que c'est équilibré. Et c'est une capacité à se régénérer. Donc, dans le changement, c'est très, très utile. Vous le voyez ici. En même temps, il y a des difficultés à ça, Yves? Oui, donc les excès, c'est justement de prendre trop de recul par rapport à l'événement, c'est de se protéger de l'adversité, mais de trop se protéger, et donc d'apparaître en particulier pour les autres comme extrêmement dédaigneux et jugeant les autres plutôt que précisément se coordonnant avec les autres. Et vous en avez quand même des exemples actuellement dans cette crise par rapport justement, quand vous regardez en particulier la façon dont se comporte, moi, le milieu que je connais bien, qui est le milieu scientifique. Et les peurs, c'est évidemment pour les gens qui font des excès de sérotonine, la peur d'être envahi, la peur de la bêtise. Et donc, dans la crise actuelle, ça amène une peur justement de pouvoir aller vers des solutions qui protègent. Si maintenant on en manque, si on n'a pas cette capacité à mobiliser justement cette hormone, eh ben, il y a quand même une difficulté très forte pour pouvoir être juste, correct et arriver à la résilience, à se remettre de ces difficultés. Alors, ici, ça va être assez simple. En quoi le guérisseur pour nous aider, puisqu'on est dans une crise de santé, ben, en fait, c'est peut-être en partant d'un principe, parce que le docteur, c'est vraiment s'appuyer sur des principes, c'est de traiter plutôt les causes que le symptôme. Autant dire prendre le temps de regarder les causes et aussi les effets qu'on veut produire, plutôt que juste essayer de résoudre le problème au niveau des symptômes et donc des tâches à faire pour ça. Ça veut dire prendre ce recul et assurer des bonnes fondations pour le futur. On en entend beaucoup parler. On parlait par rapport à dire bon, bah, c'est l'occasion c'est l'occasion plus jamais comme ça, c'est l'occasion pour l'écologie, c'est l'occasion pour le local. Eh bien oui, c'est dire bon, ok, mais avec quels symptômes on voit, mais surtout qu'est-ce qui a produit ça. En même temps, il y a un défi qui est très particulier dans cette crise, c'est que en fait, ça vous amène dans un apaisement. La sérotonine, ça apaise. Donc, c'est comme si vous étiez pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, dans votre jardin, tranquille. Et déjà, vous auriez tendance à aimer ça, mais là, en plus, vous êtes tranquille. Et toute cette agitation, bah, en fait, vous seriez mieux en ermite ou en moine. Et du coup, le corona vous amène à distance, et puis c'est très bien comme ça. Donc, attention quand même, pour guérir le problème, ça nous demande d'être présent et voilà, la nécessité d'être présent dans la famille, avec les autres, etc. Toujours dans nos défis, dans les archétypes que vous pouvez appeler, c'est celui qui va vous permettre d'apprendre et de permettre des innovations. Donc là, quelque part, eh bien, c'est toute la magie que vous avez en vous, le nombre de fois où vous avez été magicien dans la capacité à finalement à dire ben, c'est pas si sorcier que ça, on va y arriver, on va essayer, on a le droit à l'erreur, j'essaye, je prends ma tentative. Donc là, c'est un masque que vous connaissez un peu plus, l'Arlequin, qui est dans l'évolution, qui aime que les choses changent. Donc, cette capacité qui vient parce qu'on le fait aussi, plus on cherche à faire et plus c'est facile à faire. Donc, c'est important aujourd'hui face à la crise, avec toutes les incertitudes et les scénarios possibles, non pas d'être sûr, mais de jouer à créer des combinaisons, de jouer à imaginer le futur pour peut-être un petit peu se mettre en condition et puis surtout pour initier des changements. L'Arlequin était souvent un peu trop vu, en dehors de la crise, c'est souvent vu comme un petit rigolo, alors que fondamentalement, il peut apporter des réponses là où c'est difficile et en plus gérer l'urgence. Donc attention, point d'attention pour l'Arlequin, c'est que le changement, en plus là, ça s'annonce un peu long, donc il faut s'y tenir. Donc au début, vous trouvez ça drôle et puis après, vous avez un peu de mal à vous y tenir. Alors, les difficultés, Yves? Oui, la difficulté, donc, c'est évidemment les excès de réaction qui poussent vers trop de noradrénaline. Et donc, c'est le fait d'être particulièrement instable, de changer d'avis en permanence. Et dans la situation
actuelle de crise du corona où il y a cette exacerbation justement des hormones dominantes, c'est le fait de devenir hyperactif et donc de ne pas réussir à construire forcément sur la durée. Et puis ça amène évidemment des peurs, et la grande peur, c'est de se retrouver tout seul par rapport à ces avancées. Maintenant, quand on en manque, et moi je trouve qu'il en manque beaucoup actuellement en situation de crise corona, ça amène beaucoup de difficultés pour faire évoluer la situation. C'est justement quand ce n'est pas présent qu'on a besoin de l'appeler. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre des initiatives. Donc, c'est ça qui est important. Et on voit comme quand même, en même temps, c'est un appel tout naturel et beaucoup d'initiatives sont en train de se faire, solidaires, humanitaires, dans les entreprises, de créer autre chose. Donc, on est capable de mobilité, on est capable d'agilité. Mais pour ça, en fait, la clé, c'est initier. Initier, ça vient de l'italien initio, ça veut dire débuter. C'est à nous de commencer. Voilà, il faut commencer le mouvement. Et puis après, il ne faut pas chercher à faire quelque chose de parfait, mais plutôt commencer le mouvement. En même temps, il y a un défi énorme. C'est que, franchement, déjà qu'on ne trouvait pas obligatoirement que le monde était beau, mais là, franchement, il empire. Et donc, on aurait vraiment envie de prendre d'immenses vacances sur une autre planète. Et vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a vu le dragon, qu'il y en avait parfois une tendance à vagabonder. Et Internet, Netflix et tout le reste nous invitent à vagabonder un peu et à prendre de longues vacances, à nous évader, à défaut de prendre l'avion pour aller à l'étranger. En tout cas, il va falloir agencer tout ça. Alors, beaucoup de mamans ou de papas ont dû faire ça. C'est-à-dire qu'en plus, il faut faire l'école à la maison. Et donc, déjà, de quoi ça parle le programme et comment on va s'organiser ce matin. Et donc, il y a quelque chose du maître, alors du maître d'école ou du maître d'arts martiaux, c'est-à-dire être capable de maîtriser un mouvement, maîtriser un espace. Donc ça, c'est le masque de Tartaglia qui est un peu moins connu, mais c'est toute la rationalité. En France, on en est pas mal pourvu quand même. Toute la raison, toutes les cartes que nous sommes. Alors ici, la destination, c'est la maîtrise, dans le bon sens du terme. C'est vraiment faire en sorte qu'on n'a plus besoin de beaucoup penser parce qu'on maîtrise la chose. Donc c'est une capacité ici qui est très importante dans la crise. C'est de s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire, sur ce qu'on maîtrise avec sang-froid, et réfléchir avec recul. Bien sûr, la tendance, c'est de voir tous les dangers. Et là, vous avez une inflation de Tartaglia en ce moment où tout est dangereux. Et puis, voilà, en fait, on peut toujours créer quelque chose pour empêcher un danger d'arriver, mais au bout d'un moment, on va être juste dans l'entropie, on ne pourra plus rien bouger du tout. Donc, quand même, il faut faire attention à la dose. Justement, parlons de la dose dans l'ombre. Voilà, donc quand c'est excessif, et actuellement on voit précisément ces excès, c'est les excès de structuration, d'organisation collective, mais sur un plan administratif et pas forcément sur un plan justement de résolution de la crise grâce aux innovations. Ça tue un peu les innovations, tout le monde est sur des rails, et c'est quelque chose qui peut être amené justement par l'excès de mobilisation de cette hormone dans la direction de précisément aller toujours avec les mêmes procédures qu'on connaît depuis longtemps sans les adapter. Et la peur évidemment qui est avec, c'est la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver et la peur d'aller vers le nouveau qui est pourtant la méthode pour s'adapter. Alors, si on ne l'a pas, évidemment, ce n'est pas bon non plus. C'est une histoire, encore une fois, de dosage parce que on n'a pas de méthode, on n'a pas de maîtrise. C'est un peu du n'importe quoi. Donc, il faut les deux. Il faut à la fois, justement, cette capacité à organiser et en même temps, donc avec les procédures que l'on connaît et en même temps, la capacité d'innovation. Il faut toujours à la fois acétylcholine et noradrénaline. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile à faire. Mais collectivement, on a toutes les possibilités d'y arriver. Alors oui, puis c'est important. Alors en fait, la maîtresse de maison ou le maître de maison ou le maître le leader dans l'entreprise aussi, ça demande cette persévérance, le fait que il faut s'y reprendre à plusieurs fois
regardez vraiment le processus pour de plus en plus améliorer. Alors j'imagine que au moins toutes les mamans ici, vous avez organisé quelque chose de nouveau, organisé ce qu'il y avait besoin. Alors peut-être que vous avez été un peu fort sur les papiers toilettes et que vous en avez tout plein le garage, mais vous avez aussi organisé comment on allait faire avec peu de nourriture pour certains d'entre vous ou plus de capacité, puis comment on allait faire pour tout réorganiser ça. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que on va organiser des fragilités qui sont présentes alors qu'elles n'étaient pas présentes avant la crise et qu'on va solidifier finalement, on va se rendre compte qu'on est plus solide en organisant ça. Voilà, donc trouvez ça. Et puis notre dernier appel, c'est assurer le lien ensemble. Donc on a parlé, c'est le cœur. Alors le fait d'être, alors on a pris le mot d'aimant, hein, le fait d'être vraiment aimant, alors comme un aimant ou aimant, c'est-à-dire le fait d'être dans la chaleur, la simplicité et vraiment l'échelle humaine, voilà l'humain comme on en parle. Donc être là avec le cœur, c'est-à-dire que l'essentiel c'est de garder du lien, de recréer du lien, d'apporter du lien. Alors vous avez certainement fait plein d'initiatives, hein. Vous avez dit, bah, tiens, il y en a qui sont tout seuls. Tiens, mes voisins, il faut aller chercher peut-être des courses pour eux. Tiens, bah, là, on pourrait faire un WhatsApp apéro. Donc, voilà, on cherche de toute manière à retrouver du collectif, d'une manière ou d'une autre, et de le vivre. Et ça, c'est un peu plus compliqué, le vivre avec du cœur et des tripes. Alors, je ne sais pas si vous voyez la photo avec les verres de vin et tout le monde serré. Pour l'instant, c'est interdit, non pas le vin, mais d'être serré. Et donc, bah, c'est une vraie complication de vivre le lien en période de crise, surtout que la crise, on la vit émotionnellement aussi. Et donc, c'est pas beaucoup autorisé dans notre culture de vivre émotionnellement la crise. Or, en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui perdent le moral et qui craquent. Et bah, cette écoute de là, à commencer par soi-même, hein, s'écouter dans son émotion, c'est très important. Et donc, les excès précisément de l'ocytocine, c'est beaucoup le fait justement d'être déçu très rapidement par ces difficultés d'être dans le groupe, de faire marcher le groupe. Et puis aussi, dans ces excès, c'est le fait d'avoir des groupes qui excluent, qui oublient et qui sont précisément, qui rejettent. Et ça, c'est quelque chose, dans la crise du coronavirus, on le sait bien, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Et donc, l'ocytocine, là aussi, il faut la doser et l'ouvrir. Et les peurs, c'est évidemment la peur du rejet et la peur de ne pas y arriver. Maintenant, elle est extrêmement importante, cette ocytocine, pour éviter ce que vous ressentez aussi sûrement dans pas mal de situations, on va dire, collectives, c'est une certaine sécheresse et une certaine solitude. Et on a tous besoin, évidemment, d'ocytocine sans aller vers les excès et en jouant toujours collectif. Oui, et puis ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est particulièrement vrai pour les couples qui se retrouvent où on s'attend à ce que bah, ça soit une occasion magnifique. Et en fait, ben, on vit, notre Zani va vivre fort cette situation avec la peur du rejet. Et puis aussi, ben, la phase de la médaille, c'est qu'on va finalement tout de suite assécher par peur de mal être reçu ou d'être triste. Donc c'est quelque chose qui vit beaucoup en nous. Alors, comment être aimant, bien faire jouer, finalement, ouvrir sa chaleur, sa simplicité. Finalement, on le voit bien avec nos voisins, pour ceux qu'on parle d'un balcon à l'autre. Il y a des gestes simples, il y a des manières simples qui sont en train de naître. Il y en a qui jouent de la musique à côté de chez vous pour vous distraire. En tout cas, voilà, il y a des choses de l'humain avec des sentiments qui sont en train de se manifester. C'est d'autant plus important que si vous êtes en première ligne, il y a des inquiétudes parce que les pertes de repères se font, les leaders, il y a beaucoup moins de leadership pendant la crise, il ne faut pas s'étonner de ça. C'est difficile d'être leader pendant la crise, donc tout le monde est appelé à être leader, y compris quelqu'un qui dirait ben, moi, je me contente d'être suiveur. Donc le défi pour lui, c'est de ne pas être paralysé. Par contre, il a tout le droit, vous avez tout à fait le droit de paniquer à un moment, de ne pas savoir du tout ou comment vous allez faire, ça vous avez vraiment le droit. Mais ce qui compte quand même, c'est d'être là, de tenir sa place. C'est ce que font beaucoup d'entre nous actuellement. Voilà, donc nous arrivons à vous. Alors, en synthèse,
c'est l'occasion pour vous dans cette crise où vous êtes déséquilibré, hein, ça nous amène à un déséquilibre, et bien de créer un nouvel équilibre, de vous réinventer, de vous recréer. Et donc, en fait, la question, c'est comment vous allez faire ça, hein, puisque c'est notre question principale. Alors, la première chose qu'a dit Yves, c'est vraiment d'en prendre conscience, de mobiliser, de prendre la décision de mobiliser ses ressources. Et donc, pour ça, vous pouvez déjà retrouver dans votre histoire en fait toutes vos bonnes expériences et les fois où vous avez fait appel à vos différentes ressources et qu'en fait, si vous regardez bien, vous avez su le faire, vous avez même eu une stratégie pour le faire, une manière de le faire, ça c'est de la modélisation. Et puis de voir aussi qu'il y a, d'en faire des figures, hein, d'avoir votre propre appropriation de ce qu'on vient de parler là, ce soir, c'est-à-dire de l'oestrogène, de Pulcinella, etc., d'avoir votre propre manière de l'appeler, de le reconnaître, et puis de lui faire un espace, de créer ne serait-ce qu'un espace-temps. Comment vous pouvez faire vivre un petit peu de ça chaque jour. En plus, pour certains d'entre nous, on a un peu plus de temps pour ça, pas tous. En tout cas, ça serait très facile de se faire réempiler des choses sur nous. Donc, comment on fait vivre chaque chose? Et puis aussi, on a des gens autour de nous, qu'ils soient à distance ou pas, et qui portent ces archétypes. Alors, peut-être on peut en profiter pour apprendre d'eux et leur demander leur recette, puis leur raison, la raison d'être de leur présence d'archétype là-dessus. Yves, avant les questions, est-ce que tu as quelque chose à partager? Alors, c'est pour dire, dans la même ligne par rapport aux hormones, donc l'aspect extrêmement important, c'est la prise de conscience des capacités de mobilisation avec la spécificité de chacun par rapport à sa capacité à mobiliser telle ou telle hormone. Et c'est donc à partir de cette prise de conscience aller vers le jeu collectif en faisant justement un tour de toutes les hormones dans les opérations, dans ce qu'on a à faire par rapport à cette crise, ne pas oublier les 7 ressources. Très bien. Alors, pendant qu'on reconnaît les questions, voilà, juste vous dire que c'est déjà présent dans votre cerveau. Alors, il y a le circuit à réenclencher, peut-être à créer un peu plus, profiter de votre plasticité cérébrale. Et puis, l'air de rien, appeler les uns après les autres. Et finalement, on n'est jamais seul hein, si on n'a pas nos ressources. Et donc, vous avez ici de quoi retrouver des coordonnées sur votre support pour nous retrouver ou par mail ou sur le site ou en présentiel à l'ESC. Mais maintenant, on est là pour vos questions. Super. Alors moi, je vais vous remonter les questions que j'ai eues au fur et à mesure et les questions finalement pour lesquelles je ne pense pas que vous ayez répondu, en tout cas au fur et à mesure. La première, elle concernait les archétypes de transition, Olivier, que tu as présenté au départ. Et j'avais une question, comment faire quand on est confronté à plusieurs dragons en même temps? Covid, stress, enfants, maladie, problèmes d'entreprise. Je dirais, vu nos capacités, en prendre un après l'autre, malgré tout. Et une fois qu'on a su en traiter un, c'est qu'on a déjà une bonne recette et que finalement, le deuxième, il va se dire qu'on n'est pas si méchant que ça et qu'on est un bon dresseur de dragons. Donc, je dirais, commencer par focaliser sur un. Ok. Deuxième question, comment se projeter quand la crise ne semble pas avoir de fin? Yves, est-ce que tu veux répondre? Parce que justement, pour se projeter, là, il y a des hormones qui sont des ressources qui sont particulièrement importantes. C'est la dopamine et c'est le fait, justement, comme la situation est très incertaine, de développer justement sa capacité à aller au-delà. Pensez à Christophe Colomb, pensez à tous ceux qui ont exploré justement des situations nouvelles sur la distance et se projeter à des temporalités de plus en plus éloignées. Ne pas oublier les temporalités à court terme, évidemment, mais garder toujours cette case dopamine de se projeter dans le long terme et de ne jamais oublier justement le long terme sans rechercher trop cette situation d'incertitude, mais en ayant quand même une volonté de dépasser l'incertain, d'aller vers une certaine quantité d'aventure et de se dire que l'aventure peut être tout à fait payante quand on arrive à passer les difficultés du moment.
Oui, puis il faut se rappeler quand même que là, l'Italie a été très touchée, mais par exemple, la ville de Florence a particulièrement connu la peste et les portes qui se fermaient. Et puis, bon, ça, il y a eu un moment où ça s'est arrêté, hein, le bon vieux principe de l'impermanence. Là, la bonne nouvelle, c'est que l'impermanence, c'est aussi pour les mauvaises choses. Alors, une autre question sur les hormones aussi. Est-ce que par entraînement, on peut influencer notre capacité à générer telle ou telle hormone? Oui, bien sûr, on le sait justement par rapport, j'ai cité les musiciens, donc on sait que le fait d'aller vers des situations particulières en y mettant justement son énergie, sa volonté, va permettre de développer des protéines qui aident sur la durée, sur la distance, à augmenter considérablement ses capacités hormonales. Je voudrais parler aussi de deux autres hormones où ces capacités sont tout à fait, toutes sont entraînables, mais que les gens oublient justement de façon très importante, c'est l'œstrogène et testostérone qu'on peut mobiliser par ces hormones, et il y a juste une protéine qui s'appelle l'aromatase qui permet de passer de l'un à l'autre. Et les gens oublient cette capacité qui est très importante, qu'on peut entraîner dans la compréhension. C'est très important dans la compréhension des couples sur la distance. Les couples qui tiennent la distance, c'est parce que précisément chacun entraîne l'autre vers son mode de fonctionnement sans perdre son mode de fonctionnement. Mais il y a un enrichissement mutuel qui fait que chacun va de plus en plus comprendre, apprécier, utiliser les hormones précisément qu'il n'a pas. Donc c'est tout à fait entraînable. Il faut commencer par une prise de conscience et ensuite justement jouer collectif, c'est-à-dire être avec des gens qui ont les hormones complémentaires et avoir une bienveillance extrême et suivre ce qu'elles nous disent, ce qu'elles nous racontent. Chacun peut être le professeur de l'autre et dans ce cas-là, tout le monde peut apprendre précisément à développer ses propres hormones. Si vous ne les avez pas, vous trouvez des gens qui les ont et ces gens-là peuvent vous aider, peuvent vous guider pour les développer. Hmm. Puis rappelons-nous que dans nos pratiques, hein, on a appris aussi à développer, on parlait de la testostérone, peut-être donc l'attention, je ne sais pas, par exemple l'équitation, des choses comme ça, mais tous les gestes qu'on va faire pour tous ceux tous les mouvements qu'on va créer stimulent ici notre plasticité cérébrale, nos neurones et nos synapses, et donc on peut créer d'autres chemins en faisant d'autres activités. D'ailleurs, il y en a qui en profitent pour faire du yoga, de la poterie ou autre. C'est une occasion de générer d'autres hormones. Je parle sous ton contrôle, Yves. Tout à fait. J'avais une question sur le lien entre l'alimentation et les hormones quand le confinement favorise l'intérêt qu'on y porte. Ouais. Mm. Oui, alors l'alimentation est évidemment source de molécules, mais ça c'est un peu, on va dire, le carburant qui permet justement de synthétiser les hormones. Maintenant, ce qui est très important dans le cerveau, c'est que la mobilisation des hormones se fait par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à les situations qu'on a vécues, évidemment beaucoup plus que par rapport à ce qu'on va consommer. C'est nécessaire, on va dire, d'avoir du carburant, mais ce n'est pas ça qui fait, en définitive, les capacités de mobilisation des ressources, qui est beaucoup plus liée à son expérience et à la façon dont on va justement vers les autres pour apprendre des autres ce qu'on n'a pas. Et pas de chocolat et de champagne, alors Yves? Si, alors bien sûr, je veux dire, c'est quelque chose qui fait directement du bien. Par exemple, le chocolat et champagne, c'est clair que la sérotonine est activée en direct, et donc c'est tout à fait intéressant évidemment d'en prendre. Mais là, il vaut mieux avoir sa source interne et de pouvoir orienter sa source interne. Moi, je crois que ce qui est très supérieur au chocolat, c'est les gens qui ont appris, comme les gens par exemple qui méditent ou les gens qui vont vers des activités de contrôle de la douleur, aller vers leur propre production de sérotonine. Ça veut dire on produit sa sérotonine intérieure et ça, c'est très supérieur parce que c'est quand on veut, où on veut et ça n'amène pas évidemment des problèmes d'obésité ou autre.
Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, il faut se représenter ça exactement comme ça. Moi, je me le représente. La sérotonine, c'est on génère sa propre lumière quand il fait nuit. Super. Alors, il nous reste seulement 2 minutes. Voilà, l'idée, c'est qu'on reste dans le timing. J'ai plein de commentaires pour vous dire merci à tous les deux. Tout le monde me dit que c'était très, très intéressant. Voilà, un excellent binôme de conférenciers. Donc, merci. Hein. N'hésitez pas effectivement à nous faire part de vos commentaires. C'est important d'avoir vos retours. Voilà, écoutez, je voulais en tout cas vous remercier à tous, remercier vos deux intervenants, voilà, pour le partage très riche et très généreux. Voilà, et puis nous, on espère que voilà, on a au moins contribué, en tout cas, à faire en sorte que vous puissiez vous connecter un maximum à toutes vos ressources. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes en nous, donc c'est super. Voilà. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous. Et d'ailleurs, Olivier, tu l'évoquais, hein, on vit cette crise et finalement, on le vit aussi au travers de nos émotions. Donc, en fait, le prochain webinaire, il aura lieu jeudi prochain. Il sera animé par Philippe Gary, qui est aussi l'un de nos formateurs. Voilà. Et donc, du coup, je vous envoie le lien vers le webinaire dans la foulée, en tout cas, de la fin de ce webinaire. Et on vous enverra aussi le support. Voilà. Donc, merci à tous.